Il va être question de jeux de société aujourd'hui. Nous allons parler de différents jeux, d'archéologie et de cuisine, mais avec un seul et même auteur. Il s'agit de Mathieu Béger. Bonjour Mathieu. Bonjour Xavier. Nous avions eu l'occasion déjà de discuter, de parler de ce que vous proposiez, puisqu'à l'époque, Opération Archéo allait être une campagne de financement. Ce jeu que vous aviez construit, pensé, édité même, puisqu'à la base vous êtes archéologue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'histoire de ce jeu qui a vu le jour maintenant et qui est distribué ? Oui, bien sûr. Donc, l'histoire d'Opération Archéo, c'est un petit peu l'histoire de ma vie, en fait, puisque c'est la confluence de plein de passions que... Donc, à la fois la passion pour l'archéologie, puisque j'en ai fait mon métier. Ensuite, la passion pour le jeu de société, puisque j'en ai aussi fait maintenant désormais mon métier. Et également la passion pour la transmission, puisque, voilà, j'ai hérité de ma mère cette passion de transmettre mes passions, puisque ma mère était enseignante. Et voilà, j'ai voulu trouver un moyen de faire découvrir l'archéologie au plus grand nombre à travers un format qui soit ludique et en même temps qui permette d'apprendre des choses. Et donc naturellement, c'est comme ça qu'Opération Archéo est née. Donc j'ai commencé à développer le jeu début 2016. J'ai profité d'une perte d'emploi pour rebondir et puis pour me lancer vraiment à corps perdu dans le jeu de société. Donc j'ai passé quasiment 2 ans à développer Opération Archéo. J'ai lancé une campagne de financement participatif en octobre-novembre 2017. Et donc j'ai eu la chance d'être énormément soutenu par plus de 600 personnes qui ont précommandé le jeu. Et c'est comme ça qu'Opération Archéo a pu voir le jour et il a été donc édité fin 2017. C'était une évidence pour vous que le premier jeu soit orienté archéologie, vu le fait que vous soyez archéologue, ou déjà vous pensiez à faire un jeu sur un autre thème? Alors, je suis passionné de jeu depuis que j'ai découvert ça, et en fait, j'ai découvert le jeu, je suis vraiment tombé dedans relativement tard. Et en fait, à l'origine, je l'envisageais pas du tout comme un métier, puisque je pensais pas que c'était possible, et je l'envisageais plutôt comme une manière de m'épanouir personnellement à côté du travail. Donc j'ai créé beaucoup de jeux de rôle, je me suis intéressé ensuite aux jeux de société, et j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, réfléchir, concevoir des choses, partager des choses avec les gens. Et donc à l'origine, voilà, le jeu de société, je le voyais pas du tout comme un métier en fait, ou comme une activité professionnelle. Et quand j'ai voulu créer ce jeu de société sur l'archéologie, à l'origine c'était plutôt pour des raisons éducatives, puisque j'y voyais pas de débouché, on va dire, professionnel. Et donc forcément au niveau éducatif, l'archéologie c'était le thème que je portais le plus fortement, vu que c'est une de mes passions principales avec le jeu. Et ensuite, je me suis orienté, en fait, je me suis professionnalisé parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas possible de faire exister Opération Archéo et de lui donner de la visibilité sans moi-même avoir une structure commerciale, parce que j'ai cherché à financer le jeu par divers moyens, notamment des moyens de subvention, vu que le jeu avait une volonté pédagogique. Je me suis rendu compte que c'était très difficile et je me suis dit qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, j'ai investi mes modestes deniers dans la finalisation du jeu, dans la réalisation des illustrations et des graphismes, et j'ai proposé le jeu aux gens, et puis les gens, ils en ont voulu, ils ont participé à la campagne de financement participatif, et c'est comme ça que Opération Archéo est née. Donc c'est vrai que d'un certain côté, je me serais peut-être jamais lancé à titre professionnel dans le jeu de société si ça avait été un autre thème que l'archéologie. Dans ce cas-là, je l'aurais peut-être fait de manière purement bénévole, en print and play, et je serais peut-être pas allé plus loin. Et finalement, c'est la conjonction de la perte d'emploi, donc du temps que j'avais pour créer, et en même temps de cette passion pour l'archéologie qui m'a donné envie de la transmettre. C'est ça qui a été un petit peu le facteur déclenchant de ma professionnalisation dans ce domaine. Ensuite, par contre, pour la suite, effectivement, maintenant que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, j'ai plein d'idées de jeux qui n'ont plus forcément de rapport avec l'archéologie, et au contraire, je souhaite partager des thématiques qui me plaisent avec le public sans forcément que ce soit restreint à l'archéologie elle-même.
Alors restons quand même sur ce thème de l'archéologie parce que j'aimerais rebondir ce que vous disiez à l'instant que le opération archéologique avait s'est retrouvée en fait commandée par des musées parce qu'il y a un côté plus que ludique au jeu. On avait même abordé déjà ça dans la première interview dans le sens où c'est un jeu mais il y a un côté je m'amuse en apprenant qui est propre à ce jeu-là. Oui, tout à fait. En fait, Opération Archéo, il y avait le côté jeu, mais il y avait aussi le côté archéologie. Et il y avait aussi un challenge de dire, est-ce que je suis capable de créer un jeu qui va à la fois passionner des gens qui sont fans de jeux et qui s'intéressent pas du tout à l'archéologie, et qui en même temps va pouvoir être utilisé, par exemple, dans les musées, comme outil de médiation pour faire découvrir l'archéologie. Et donc effectivement, le défi a été remporté puisqu'Opération Archéo, je le présente en festival, il a beaucoup de succès en festival auprès des joueurs. Il y a des boutiques de jeux qui le proposent à la vente, donc il est disponible dans ce cadre-là. Et ensuite, il y a également des musées qui, d'une part, s'en servent comme outil pédagogique pour faire découvrir l'archéologie, et d'autre part, le proposent en vente en boutique de musée. En fait, donc quand vous allez au musée, vous pouvez très bien ressortir avec une boîte d'opération archéo. Et donc, à ce niveau-là, le challenge est complètement remporté. Donc, c'est une fierté personnelle. Et en plus, ça permet aussi de faire de la pédagogie dans les deux sens, puisque ça permet aux fans de jeux de découvrir l'archéologie, mais ça permet aussi aux gens amateurs d'archéologie de découvrir le jeu de société moderne, puisque les gens qui vont repartir du musée avec une boîte d'opération archéo, c'était pas forcément des gens qui jouaient à l'origine. Et puis en plus, là où vous avez fait les choses bien, c'est que ce jeu, il s'adresse à différents publics. Vous proposez différents modes de jeu, soit un mode expert pour ceux qui ont l'habitude de jouer, et là du coup c'est vraiment pour les joueurs, un mode famille, des durées de partie qui sont plus ou moins longues, avec aussi des degrés de difficulté. Et du coup, on s'aperçoit que ce jeu, il peut toucher vraiment un fort potentiel de public différent. Oui, tout à fait. C'est une des spécificités de mes jeux, c'est que j'adore la conception modulaire, en fait, ce que j'appelle la conception modulaire, c'est-à-dire comment avec un même jeu s'adapter à des publics différents, puisque dans le jeu de société, on est habitué à avoir des jeux plutôt familiaux, des jeux plutôt experts, et moi, je trouvais ça dommage que mon jeu, il puisse pas convenir à des publics différents, qu'il puisse pas y avoir en même temps des enfants de 9 ans et en même temps des joueurs plus expérimentés qui sont en recherche de stratégie, qui puissent jouer au même jeu. Et donc en fait, avec la même base, j'ai proposé divers modes de jeu qui s'adaptent, qui en fait ça permet d'adapter à la fois la durée de partie et la difficulté par plusieurs paramètres différents aux joueurs, tout en restant relativement accessible pour un jeu de ce type. Alors on peut peut-être rapidement revenir sur ce jeu Opération Archéo. C'est une grosse boîte avec plein de matériel dedans et chaque joueur va pouvoir jouer un archéologue, faire des fouilles. Ça revient vraiment au principe de base de l'archéologie avec des objets à trouver, des époques à identifier. Est-ce que vous pouvez nous faire un pitch rapide de ce Opération Archéo ? Oui, bien sûr. Donc le pitch de base d'Opération Archéo, il est très simple. C'est que vous êtes une équipe d'archéologues, vous arrivez dans le petit village de Trifouille-les-Oies, et à Trifouille-les-Oies, les champs qui sont visibles sur le plateau vont être remplacés par un centre commercial. Et forcément, la construction du centre commercial va détruire tous les sites archéologiques qui sont sous le plateau. Et donc le but des joueurs, ça va être de faire des fouilles archéologiques sur le plateau, donc c'est un grand plateau quadrillé, et ils vont avoir plusieurs actions à leur disposition pour faire des fouilles, faire apparaître des vestiges, et leur but, ça sera d'identifier les sites archéologiques, de les dater, de les délimiter, bref, de récolter toutes les informations possibles avant que le site soit détruit. Et évidemment, comme les ouvriers attendent pour construire le centre commercial, les joueurs vont avoir une durée limitée, et donc ça sera à eux de gérer les différents aléas qui vont leur tomber sur la figure, comme les événements ou la météo, et de gérer également la limite de temps pour en même temps parvenir à récolter les bonnes informations au bon endroit avant la fin de la fouille. Alors un jeu en participatif, un jeu qui peut se jouer aussi en mode solitaire avec une application PC pour gérer tout un tas de choses. C'est pareil, c'est assez complet comme jeu, on retrouve vraiment du beau matériel. Oui, effectivement, le but, alors c'est un jeu qui est fabriqué en France, donc j'ai eu un souci effectivement de proposer un jeu de qualité qui soit durable dans le temps, qui soit suffisamment résistant, enfin bref, qui corresponde aux standards du jeu de société moderne. Et effectivement, il y a à la fois donc des livrets de scénarios, puisque c'est un jeu à scénario. Les scénarios sont conçus de manière spécifique pour être le plus intéressant et le plus éducatif possible.
Et donc, soit on utilise des livrets de scénarios qui sont tous téléchargeables gratuitement sur le site internet, et dans ce cas-là, il y a un meneur de jeu qui fait jouer les autres joueurs, soit effectivement, comme vous l'aviez précisé, il y a la possibilité d'utiliser une application web qui remplace le meneur de jeu. Donc dans ce cas-là, c'est un meneur de jeu virtuel. Et l'autre avantage de cette appli web, c'est qu'effectivement, elle permet de jouer tout seul, puisque dans ce cas-là, c'est l'appli qui donne les réponses aux joueurs en fonction du scénario qu'il a choisi. Et puis la nouvelle, parce qu'il y a de l'actu autour d'Opération Arkeo, c'est que vient de sortir une première extension qui s'appelle Nouveau Défi, avec des contenus supplémentaires pour pouvoir ajouter en fait ce qu'on appelle du contenu supplémentaire à un jeu de base. Oui, effectivement, donc c'est la première extension pour Opération Arkeo qui s'appelle Nouveau Défi. Donc c'est une extension qui a été débloquée pendant la campagne de financement participatif, ce qui n'était pas forcément prévu. Et en fait, la campagne a tellement bien marché que les joueurs ont pu débloquer cette extension. Et donc c'est grâce aux contributeurs qu'elle existe. Et cette extension, elle contient énormément de matériel. En fait, elle double quasiment le contenu du jeu, puisqu'elle rajoute 4 nouvelles périodes. Il y a 4 périodes archéologiques différentes dans la boîte de base. Là, on en a 4 de plus. Elle rajoute énormément de nouveaux sites archéologiques à découvrir. Elle rajoute évidemment les objets archéologiques qui vont avec les périodes, puisque dans le jeu, on a besoin de ces cartes d'objets pour pouvoir jouer. Et ensuite, elle rajoute également 4 nouveaux personnages, 3 nouveaux événements et une nouvelle mécanique de jeu qui s'adresse plus spécifiquement aux joueurs un peu expérimentés, puisque donc il y avait déjà des cartes de capacité de personnages dans le jeu, et maintenant il y a en plus des cartes de capacité des cartes de capacité d'équipe que j'ai appelées cartes esprit de type, et qui permettent d'avoir des options de jeu supplémentaires pour gérer l'aléatoire et puis pouvoir mettre en place des stratégies différentes à chaque partie. Alors les joueurs, ils aiment ça, hein, les contenus additionnels, c'est-à-dire que du coup, on aime que l'éditeur prenne soin de ses joueurs et propose des contenus additionnels pour le jeu. Ça veut dire que si le jeu est soutenu et que cela continue comme ça, on pourrait voir apparaître de nouvelles extensions, de nouveaux contenus. Alors effectivement, j'ai des projets de nouvelles extensions dans mes cartons. Alors pour l'instant, c'est des extensions qui ne verront pas le jour parce que j'ai pas eu assez une extension. Forcément, elle se vend moins bien que le jeu originel, donc il faut que le jeu soit suffisamment soutenu par les joueurs, soit suffisamment de visibilité pour que derrière l'éditeur puisse se permettre de sortir une extension. Donc moi j'ai pu le faire avec la première extension, et après du coup pour les suivantes, ça sera le succès à venir du jeu, ça sera le soutien et l'intérêt qu'auront les joueurs par rapport à Opération Arkeo qui définira si de nouvelles extensions peuvent voir le jour, notamment par exemple en 2020. Alors vous êtes tellement pris au jeu, autour du jeu, que vous avez décidé de monter votre propre maison d'édition qui s'appelle Ludi Concept, qui donc s'occupe de Opération Arkeo. Mais on va le voir, puisque vous êtes tombé dans la marmite du jeu, vous allez bientôt proposer un nouveau jeu autour de la cuisine, donc on change de thème. Est-ce que ça veut dire qu'avec Ludi Concept, vous pourriez vous intéresser à des jeux d'autres créateurs ? Alors, mon premier objectif avec Ludi Concept, c'était de trouver un moyen d'exister en tant qu'auteur et pouvoir espérer faire du jeu à temps plein. Et pour faire du jeu à temps plein, il fallait que ça devienne une activité professionnelle et que je puisse me verser un petit salaire grâce au succès de mes jeux. Donc, ma priorité avec Ludi Concept, c'était vraiment d'éditer mes propres jeux et de faire exister mes propres jeux. Ensuite, effectivement, je suis ouvert à des propositions d'auteurs pour éventuellement éditer des jeux autres que les miens. Comme je suis pour l'instant une petite maison d'édition et que j'ai donc un volume d'édition relativement faible, puisque ma priorité c'est pas forcément d'éditer un très gros catalogue, ma priorité c'est vraiment d'avoir des jeux qui soient vecteurs d'ambiance, qui soient très thématisés et qui permettent d'apporter une expérience un peu différente de ce que peuvent apporter d'autres maisons d'édition ou d'autres jeux. Donc c'est vrai que comme je suis dans une dynamique de bien sélectionner les jeux que j'édite et d'éditer peu de jeux chaque année, forcément je vais être assez regardant et assez sélectif sur les jeux qu'on va me proposer, puisque déjà moi je dois éditer un jeu à moi, ce qui me prend du temps, et donc ensuite effectivement je peux envisager d'éditer un jeu supplémentaire appartenant à un autre auteur que moi.
Et là, il y a quelque chose de très subjectif, c'est-à-dire que je ne peux pas éditer et vendre un jeu pour lequel moi j'ai pas le coup de cœur, sachant que le coup de cœur c'est subjectif malgré tout. Donc voilà, il y a ce côté, il faut que j'ai le coup de cœur pour l'auteur que j'accompagnerai jusqu'à l'édition. Et on va proposer un ou deux jeux. Là, j'ai une réponse à apporter à un auteur, j'ai un jeu à tester. Et ensuite, voilà, si j'ai ce coup de cœur, pourquoi pas effectivement éditer d'autres jeux que les miens. Alors profitons de cette interview pour parler de vos jeux et ce qui arrive avec, on en parlait tout à l'heure, un jeu autour de la cuisine. Alors est-ce que c'est une autre de vos passions ? Alors parler de passion, c'est peut-être exagéré parce que comment dire, j'aime la cuisine, j'aime cuisiner pour les gens. Pour moi, on dira plus qu'une passion, c'est plutôt un mode de vie et une valeur la cuisine. C'est-à-dire que mes parents cuisinaient beaucoup. Quand tous les repas de famille, il y en a beaucoup qui se faisaient chez mes parents. Je me souviens petit, mon père et ma mère cuisinaient beaucoup, donc ils faisaient des repas pour des grandes tablées de 30 ou 40 personnes. Donc dans mon ADN, dans mon éducation, la cuisine c'est quelque chose d'extrêmement porteur de valeur. C'est un élément de partage et c'est un élément d'éducation important. Donc ça, j'ai eu envie de le restituer parce que j'ai tout de suite fait le parallèle entre la cuisine et le jeu dans le sens où la cuisine comme le jeu pour moi sont des vecteurs extrêmement importants de convivialité. Voilà, quand je reçois des gens chez moi, il est rare que soit on joue, soit on mange, soit les deux. Mais voilà, c'est pour moi la convivialité, je l'associe à ces deux univers-là. Et donc j'ai eu envie effectivement de créer un jeu de société qui entremêle ces deux univers-là. Et donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce jeu ou pas ? Il y a des choses qu'on peut pas encore dévoiler ? Bon, alors je peux commencer à en parler effectivement puisque là Custo Fury, donc le fonctionnement du jeu est terminé, les mécaniques du jeu sont terminées. J'ai déjà eu l'occasion de le tester. Alors j'ai arrêté de compter les parties, je me suis arrêté à 50. Donc là le jeu est vraiment fini. J'ai eu de très bons retours, donc j'ai déjà présenté le jeu au Festival de Montpellier et puis au Festival d'Île sur Tête près de Perpignan. Et donc Custo Fury, le principe c'est que c'est un jeu d'ambiance sur le thème de la cuisine. C'est un jeu qui se joue en équipe, donc c'est de la compétition en équipe. Donc il y a à la fois le côté coopératif qui est assez cher à mon cœur, et en même temps le côté compétitif puisque ça reste un jeu compétitif. Et le principe c'est que les joueurs incarnent plusieurs brigades de cuisiniers. Chaque brigade est persuadée d'être la meilleure brigade de cuistots de l'univers. Et comme ils sont pas d'accord entre eux, ils vont faire un duel de cuisine. Et donc le principe du jeu, c'est que les joueurs ont à leur disposition un certain nombre d'ingrédients et d'ustensiles. Et au sein de chaque brigade, les joueurs se répartissent les ingrédients et ustensiles, puisque en fait ils ont chacun leur poste, chacun leur rôle. Et donc chaque joueur va avoir des ingrédients et ustensiles différents qui sont matérialisés par des cartes à jouer. Et ensuite en fait ils ont des cartes recettes qui vont leur indiquer en fait un schéma de recette à suivre pour réaliser la recette. Et ils ont également à leur disposition une fiche de cuisine, donc un plateau de cuisine, avec 3 emplacements qui correspondent à 3 feux de cuisine. Et en fait, leur rôle, ça va être de placer les ingrédients et les ustensiles dans un certain ordre sur le plateau pour réaliser la recette correspondante. Évidemment, il va y avoir une limite de temps, il va y avoir des défis que les équipes pourront s'envoyer dans la figure pour faire perdre du temps à l'autre équipe. Et le but, ça sera d'arriver à réaliser des recettes sans se tromper, en respectant la limite de temps et ensuite de servir un maximum de clients de manière à marquer un maximum de points. Donc c'est un jeu de rapidité et de coordination, avec un soupçon de stratégie et de tactique pour les joueurs les plus expérimentés. Et c'est des parties de 15 minutes. Et le gros avantage de Custo Fury, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 9 joueurs, donc jusqu'à 3 équipes de 3 joueurs. Donc on s'oriente clairement sur ce qu'on appelle presque un party game, en tout cas un jeu orienté famille, où comme chez Opération Arkeo, vous allez proposer différents modes de jeu, différents niveaux, qu'on se soit expert, familial, débutant. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement, alors plus que party game, qui est quand même relativement connoté jeu apéro, je préfère le terme jeu d'ambiance. Mais effectivement, on est sur un jeu d'ambiance d'une quinzaine de minutes. Les parties sont rapides, sont très rythmées.
On peut jouer à nombreux, donc effectivement, le but c'est vraiment voilà, c'est un jeu de rapidité, on s'amuse sans se prendre la tête, et en même temps, effectivement, ça reste un jeu modulaire comme Opération Archéo, c'est-à-dire il y a des règles de base qui sont accessibles dès 7 ans, et ensuite pour les joueurs plus expérimentés, histoire de s'adapter aussi à des publics plus experts, il y a des règles additionnelles qu'on peut rajouter au jeu de base. Donc dans ces règles additionnelles, il y a les fameux défis un peu loufoques qu'on peut balancer à la figure des autres joueurs pendant leur tour. Donc ça, évidemment, ça va rendre le jeu beaucoup plus tendu en termes de timing, donc il va falloir être beaucoup plus réactif. Il y a aussi des options de jeu avec la manière de servir les recettes aux clients qui vont rajouter de la stratégie, puisqu'on va pouvoir servir plusieurs recettes au même client, on va pouvoir servir la même recette à plusieurs clients, sauf que les clients ont chacun des exigences, donc on va pas pouvoir servir les recettes n'importe comment, donc il va y avoir de l'optimisation à ce niveau-là. Et il y aura également des cartes, alors ça sera débloqué pendant la campagne de financement participatif. Elles ne sont pas prévues dans la boîte de base, sauf si la campagne de financement participatif marche suffisamment bien. Il y aura aussi des cartes chefs cuistots qui apporteront donc des petits pouvoirs qui permettront de rendre le jeu, ce qu'on appelle le jeu asymétrique, c'est-à-dire que chaque partie sera différente et chaque équipe aura des pouvoirs différents qui lui donneront des options de jeu ou des manières de marquer des points un petit peu différentes des autres équipes. Alors vous l'avez dit, ce sera une campagne de financement participative. On peut déjà savoir quelle plateforme vous avez choisi, la durée de la campagne et à partir de quand elle commence? Alors la plateforme, ça sera Ulule, voilà. Alors ça c'est presque une exclusivité pour vous parce que je n'ai pas encore communiqué sur la campagne que je choisis. Donc ça sera une campagne sur Ulule comme pour Opération Archéo. Et la campagne débutera fin avril. Alors j'ai pas encore la date exacte et la durée donc ça sera soit un mois et demi. Donc il y a encore des petits détails à régler puisque là les illustrations et les graphismes de Custo Fury sont en cours de réalisation et je suis dépendant de la finalisation des illustrations et des graphismes pour pouvoir lancer la campagne. Donc là, je m'active énormément, ainsi que l'illustrateur et le graphiste pour pouvoir tout finir dans les temps. Sachant que, comme pour Opération Archéo, mon objectif, c'est de proposer vraiment aux gens quelque chose un jeu qui soit terminé, qui soit calibré, qu'ils puissent savoir exactement ce qu'ils vont acheter. Et ensuite, ça sera que du bonus, des nouvelles choses à débloquer, mais en tout cas, voilà, ils pourront savoir exactement ce qu'ils achètent. Et le but ensuite, c'est qu'ils m'aident à le financer. Donc, en fait, là où les contributeurs vont participer, c'est dans l'aide à financer la fabrication du jeu, puisque j'ai avancé l'argent pour les illustrations et les graphismes, mais je n'ai pas la possibilité de financer la fabrication sans le financement participatif. Et puis je relayerai cette campagne sur la page Tellement Geek, donc les gens seront forcément au courant. J'aimerais avoir votre regard sur le monde du jeu, parce que pour le coup, on peut dire que vous êtes un jeune entrant, un jeune arrivé dans ce monde, avec une maison d'édition, le deuxième jeu qui arrive. C'est quand même votre deuxième campagne de financement participatif. Est-ce que votre regard a évolué depuis le jour où vous avez dit « c'est ce métier-là que je veux faire » ? Alors c'est une question assez ouverte, donc je ne sais pas trop comment y répondre. Oui, mon regard a évolué dans le sens où je suis parti, j'étais pas du tout connu dans le milieu, j'avais une assez mauvaise connaissance de tout l'aspect éditorial, commercial du jeu, donc j'ai appris à partir de zéro quasiment à la manière dont ce monde vivait, la manière dont commercialement ça fonctionnait, les différents intervenants dans ce milieu. Voilà, j'ai énormément appris, donc forcément mon regard a changé dans le sens où j'avais pas d'a priori sur le jeu parce que, en tout cas sur l'univers éditorial parce que je le connaissais pas. Et finalement, mon regard a changé par la force des choses parce que j'ai découvert comment ça marchait. Donc je me suis rendu compte que c'était un milieu qui était très concurrentiel au niveau commercial puisqu'il y a beaucoup d'éditeurs, énormément de sorties au niveau des jeux. Et donc ça, forcément, ça fait que les boutiques n'ont pas la possibilité de tout mettre en rayon. Et donc il y a une sorte de petite guerre commerciale dans le fait de parvenir à convaincre les boutiques que mes jeux, moi, petit éditeur du sud de la France, que mes jeux méritent leur place dans leur boutique. Donc ça, effectivement, je ne m'attendais pas à une telle difficulté à ce niveau-là. Après, mon regard par rapport aux joueurs, mon regard par rapport aux associations, mon regard par rapport aux jeux en général n'a pas forcément changé, dans le sens où j'avais plutôt un a priori positif
sur, on va dire, la communauté des joueurs et la manière dont les gens interagissaient autour du jeu. Et cet a priori positif s'est vérifié à chaque fois en festival. Voilà, j'ai toujours eu un bon accueil. J'ai toujours eu en face de moi des gens plutôt bienveillants, que tout intervenant confondu d'ailleurs, hein. Même les boutiques aussi, les éditeurs aussi. Il y a pas mal de gens qui m'ont conseillé ou aidé. De la même manière, moi, je me suis efforcé d'apporter mon expérience, notamment du financement participatif suite à Opération Archéo. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je me suis professionnalisé. J'ai appris le fonctionnement de ce microcosme qui est l'édition de jeux de société, mais je pense pas que, à part l'apprentissage que j'ai eu, je pense pas que mon regard ait diamétralement changé sur le milieu. Et puis du coup, vous êtes quand même obligé, petit éditeur, d'avoir un travail de communication qui est sûrement plus important qu'une grosse maison d'édition. Alors, la difficulté que je rencontre, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis seul dans ma maison d'édition, donc je dis tout le temps nous en parlant des Ludiconcept sur les réseaux sociaux, parce que Ludiconcept est une personne morale, donc c'est une structure qui existe au moins légalement au-delà de moi. Mais par contre, Ludiconcept, en fait, c'est moi qui le porte à bras le corps et c'est moi qui gère tout dans l'entreprise, à l'exception de ce que je délègue, puisque j'ai des partenaires pour la logistique, j'ai des partenaires pour les illustrations, les graphismes. Mais effectivement, tout ce qui est communication, commercialisation, édition, pour l'instant, c'est moi qui fais tout. Donc forcément, voilà, la communication, je suis limité par ma capacité à tout simplement faire des journées de 24 heures. Donc voilà, il n'y a que 24 heures dans une journée et ma principale difficulté dans la communication, c'est effectivement en tant que petit éditeur qui n'a pour l'instant sorti qu'un jeu et une extension, je suis pas encore extrêmement connu des joueurs, j'ai pas une force de frappe énorme au niveau communication, donc voilà, ma plus grande difficulté c'est justement d'arriver petit à petit à me faire connaître, à développer cette légitimité, faire en sorte que chaque nouveau jeu que je sorte plaise déjà aux gens qui m'étaient fidèles sur les précédents, et puis ensuite puisse plaire effectivement à un public de plus en plus large. En tout cas, merci beaucoup Mathieu Béger. Je rappelle que Opération Archéo est un jeu que l'on trouve maintenant en boutique. Et si jamais vous n'arrivez pas à le trouver dans votre boutique préférée, il y a un site internet qui vous permet de commander en ligne ce jeu. Il suffit de taper Opération Archéo sur n'importe quel moteur de recherche. Il y a une page Facebook, Ludiconcept à suivre. Et puis il y a cette extension donc qui vient de sortir, nouveau défi, qui rajoute donc plein de matériel et des nouvelles façons de jouer pour ce jeu Opération Archéo. Et suivez bien donc cette campagne de financement qui arrive fin avril autour de ce jeu de cuisine qui est proposé par Mathieu Béger et Ludiconcept. Rappelez-nous le titre de ce jeu. Cuistot Fury. Cuistot Fury. Très bonne continuation à vous Mathieu et à très vite pour de prochains jeux. Merci beaucoup.